Je me présente devant vous. On a presque vers les 10. Se lancer dans la campagne présidentielle. Heureux de vous retrouver, heureux de vous accueillir pour ce deuxième numéro de France 2012, l'émission que TV5 Monde a choisi de consacrer à l'élection présidentielle française à moins de 50 jours du premier tour. Une émission réalisée avec la prestigieuse agence France Presse, l'AFP, avec Mondissimo et avec le petitjournal.com qui naturellement s'intéresse aux Français expatriés que nous saluons particulièrement dans cette émission. La règle du jeu, nous recevons des candidats et nous essayons de voir le programme international. Ça tombe bien, nous recevons au premier invité Dominique de Villepin. Merci d'être des nôtres, Dominique de Villepin. Je rappelle que vous avez été Premier ministre français, ministre des Affaires étrangères. Je pense que peut-être vous êtes le seul dans les émissions que nous ferons à n'être soutenu ou n'animiez aucune formation politique. Vous êtes un homme seul dans cette situation. C'est un atout ou c'est un handicap ? Je suis surtout un homme indépendant. Et toute mon histoire politique le montre. J'ai créé un mouvement, République solidaire, mais j'ai démissionné, c'est vrai, de la présidence, parce que je pense que l'élection présidentielle, c'est un moment de rencontre avec les Français et qu'il ne faut s'embarrasser d'aucune étiquette. C'est d'ailleurs l'un des problèmes de cette élection, de ce premier tour qui se prépare, c'est que nous voyons bien à quel point c'est la République des partis qui l'emporte, alors qu'une élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et des Français. Si je clarifie pour nos téléspectateurs, vous êtes un candidat de droite ? Je suis gaulliste et je le reste. Et le gaullisme, c'est deux choses aujourd'hui. C'est une exigence, celle de l'intérêt général, celle de la défense et du service de l'État. Et c'est en même temps le refus du renoncement. On ne baisse pas les bras, quelles que soient les difficultés, quels que soient les efforts qui sont à fournir. Alors une question dont vous allez saluer la pertinence et l'originalité à propos des signatures. Vous allez aller, on vous la demande classiquement, vous êtes sûr d'aller jusqu'au bout aujourd'hui ? C'est un combat et je me bats et nous progressons. Nous avons passé la barre des 430 signatures, nous nous approchons des 440, donc oui, les choses avancent et je souhaite que dans les prochains jours, elles s'intensifient de façon à ce que nous puissions satisfaire à cette exigence. Alors, la règle du jeu également de cette émission, nous allons parcourir le monde, recevoir ici des journalistes internationaux qui font partie du réseau TV5 et notamment, voici ce portrait qui a été réalisé par Pierre Marlet, journaliste à la radio-télévision belge d'expression francophone. Il fut longtemps dans l'ombre de Jacques Chirac. Et un jour, il est entré dans la lumière. Le discours de Dominique de Villepin pour s'opposer à la guerre en Irak restera un exemple du genre. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. Chez lui, l'éloquence est une seconde nature, au point d'inspirer cette bande dessinée qui illustre avec saveur son style inimitable. Et du style, il n'en manque pas. Le voici du temps de sa splendeur. Nommé Premier ministre à la grande rage de Nicolas Sarkozy, en l'entendant, on pense à Danton. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Il faudra une politique plus volontaire, encore plus audacieuse, encore plus solidaire. Ça me paraît une vérité d'évidence. Il se donne 100 jours pour réussir. Mais ce fin connaisseur de Napoléon aurait dû savoir que les 100 jours, ça finit mal en général. Son idée de contrat premier emploi sera sa bérésina, au grand plaisir de son meilleur ennemi. La tension entre eux atteint son paroxysme lors de l'affaire Clearstream. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy. J'en sortirai libre et blanchi. Paris tenu. Alors, Dominique de Villepin, tel de Gaulle, lance son mouvement République solidaire, avec lequel il veut dépasser les partis. Mais la sauce ne prend guère. Et vous verrez que dans cette campagne de 2012, il y aura des surprises, beaucoup de surprises. Et s'il nous en réservait une de surprise, après tout, sans vouloir le commander, c'est peut-être le moment. Oui, en effet, on rappelle le chiffre, même s'il est agaçant, 1% d'intention de vote. Ça vous, finalement, d'une certaine façon, est-ce que ça ne vous plaît pas, ça, le côté Cyrano, je suis tout seul, il n'y a personne derrière moi? Vous savez, je crois que dans la vie, il faut mener les combats qu'on doit mener. Et puis, il faut mener des combats qui sont de circonstances. Aujourd'hui, notre pays va mal. C'est difficile pour les hommes politiques de dire ces vérités-là. C'est des vérités fortes. La France ne se heurte pas simplement à une crise. Et tous les Français de l'étranger, tous ceux qui nous écoutent sur TV5 Monde le savent. C'est pas
pas une parenthèse, la crise. C'est un défi formidable à relever. On est en train d'en sortir. Non, on n'en sortira pas facilement parce que c'est un basculement du monde. Dans ce monde qui bascule, la France doit trouver sa place et elle ne peut pas le faire sans faire un profond effort sur elle-même, un effort de refondation économique, de refondation politique, de refondation sociale. Il faut que nous changions. Si nous ne changeons pas, nous ne nous adapterons pas et nous devons savoir dans le monde d'aujourd'hui que rien ne sera plus jamais comme avant. Alors, nous recevons, je salue Darius Rochebin, le présentateur à la radio-télévision suisse, qui va vous poser quelques questions depuis un point de vue peut-être un peu plus large que le point de vue franco-français. Darius, c'est à vous. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Vous avez vu le reportage, vous êtes un des rares candidats à avoir l'honneur d'être portraituré dans plusieurs œuvres de fiction. Il y a cette bande dessinée Quai d'Orsay, il y a La Conquête, vous les avez vues? J'ai pas vu La Conquête, j'ai vu et apprécié les bandes dessinées. Vous en êtes fier? Fier, oui, même si je trouve que c'est un peu en dessous de la réalité. Donc voilà, j'espère que le prochain album sera encore meilleur. La caricature, vous la voyez, grand bourgeois, emphatique, hyperactif, peut-être même un peu fou. Il y a un côté foutraque chez vous dans ces descriptions. Ça peut être une qualité d'ailleurs. C'est vrai. Amoureux surtout. De quoi? Pas de la France. Amoureux de la France, amoureux du service des Français, c'est ce qui m'a guidé depuis mon plus jeune âge. Nous avons la chance de vivre dans un pays formidable, et je dis ça à un Suisse, parce que j'aime la Suisse, j'ai porté la Suisse sur les fonds baptismaux des Nations Unies, mais je crois que la France est un pays singulier, et c'est un pays qui crée des devoirs. La grandiloquence, c'est un peu votre marque de fabrique. Est-ce que la France a besoin de grandiloquence? Est-ce que les Français ont besoin d'hommes politiques grandiloquents? Tant que les Français assument leur vocation de l'ordre dans le monde, ils ont besoin, ils ont besoin de ce savoir singulier. Nous sommes le pays de 1789 et ce pays-là a apporté une universalité au monde des droits de l'homme. Donc ça crée beaucoup de devoirs pour les Français. Ça ne les rend pas différents et ça ne les met pas au-dessus des autres, mais ça leur donne plus d'obligations. Est-ce que Nicolas Sarkozy a manqué de ça? Est-ce que c'est une faute de son quinquennat? Ce côté, c'est sans doute le moins formel de tous les présidents français. Il paye cette faute? Je ne crois pas qu'on puisse confondre vocation de la France et formalisme. Moi, je ne suis pas du tout soucieux de formalisme. Son style. Vous voyez, je fais allusion. Je pense que ce style lui a joué des tours. Voilà, chacun est comme il est comme ça. Je pense que ce style, oui, il paye cher. Mais c'est pas mieux entre guillemets de parler peuple? Vous croyez? Je sais pas, je vous pose la question. Mais je crois qu'il faut parler comme on parle, comme on est. Il faut pas faire semblant. Moi, je suis ce que je suis et je ne fais pas semblant. Le peuple, pour reprendre l'expression, est-ce qu'il n'y a pas un problème chez vous, comme on disait de Giscard? Vous êtes très loin du peuple. Mais je crois qu'on se trompe sur ce qu'est le peuple. Vous savez, le peuple n'est pas vulgaire. Et souvent, on estime qu'il faut... Sarkozy est vulgaire? Mais quand on parle mal, on cherche à ressembler à des gens qui ne parlent pas comme ça. Et je crois que c'est une profonde erreur. Il faut être soi-même et chacun dans la société doit trouver sa place. Si j'ai mis au cœur de mon projet la citoyenneté, c'est que je pense que chacun doit s'élever. Et le premier devoir d'un Français, c'est d'être citoyen. Et malheureusement, nous sommes insuffisamment citoyens dans notre pays. Nous manquons d'esprit civique. Dominique de Villepin, on a vu dans le reportage le rappel de ce moment très dur où vous parlez de l'acharnement de Nicolas Sarkozy contre vous. Chacun a voulu tuer l'autre, on peut dire les choses comme ça. Non, vous savez, il y a toujours la tentation dans les affaires en France de vouloir établir des homothéties, des similitudes, des symétries. Je crois pas du tout. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que j'ai tourné la plage et que j'attends toujours d'ailleurs. Vous l'avez tourné vraiment? Est-ce qu'on peut vous imaginer le 6 mai mettant un bulletin Nicolas Sarkozy dans l'urne? Est-ce que c'est possible? Je suis un démocrate et je ne me détermine pas dans mes choix politiques pour la France. Vous n'avez pas répondu là. Est-ce qu'on imagine vraiment? Est-ce que c'est possible que vous votiez Sarkozy? Je suis un démocrate. Je ne me détermine pas en fonction de critères personnels. Et une fois de plus, sur les critères personnels, j'ai tourné la page. Si je ne l'avais pas tourné, je n'aurais pas accepté de rencontrer plusieurs fois Nicolas Sarkozy sur l'intérêt général, c'est-à-dire la politique étrangère de la France. Ça veut dire que ça reste votre camp entre François Hollande et Nicolas Sarkozy quand même? Il y a une préférence, forcément. Mais ça veut dire que je n'oublie pas que j'ai été chef de la majorité. Oui, j'ai été chef de la majorité et je l'assume parfaitement. Merci Dominique de Villepin. Merci à vous. Merci pour ces réponses. Alors on va naturellement poursuivre avec ce tour du monde. Peut-être un mot pour compléter ce que vous indiquiez. Est-ce que la politique internationale est suffisamment présente dans cette campagne actuellement? Et question annexe, y a-t-il eu une rupture depuis 5 ans de cette politique internationale, de cette politique étrangère de la France? Il y a eu des choix et des infléchissements, certains que j'ai regrettés. Par exemple, le retour dans le commandement intégré de l'OTAN. Je ne crois pas que la France y ait gagné. Elle y aurait peut-être gagné, en tout cas dans la vision
qu'avait Nicolas Sarkozy, s'il avait été possible de relancer l'Europe de la défense. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Donc il y a eu des choix, certains positifs. J'ai salué la présidence française de l'Union européenne, j'ai salué les initiatives françaises sur la Géorgie ou encore sur la Libye. Donc il y a eu des choix qui se situent dans la grande tradition française. Il y a un choix qui me paraît essentiel et qui ne doit pas être négligé aujourd'hui dans cette campagne, c'est le choix de l'ouverture au monde. La France, je le redis, la France n'est pas la France quand elle se replie sur elle-même, quand elle est frileuse, quand elle stigmatise, quand elle désigne du doigt les étrangers ou tel. J'ai le sentiment qu'il y a aujourd'hui en France une tentation de repli sur soi. Il y a une peur du monde. Or, c'est l'un des grands défis. Et c'est pour ça que les Français de l'étranger sont si importants. Parce que eux, ils donnent l'exemple. Nous avons plus de 2 millions de compatriotes qui donnent l'exemple. Moi, je suis père de famille, j'ai une fille qui habite au Brésil, j'ai une fille qui habite aux États-Unis et j'ai un fils qui habite en Chine. La mondialisation, je la vis tous les jours et elle est indispensable et la France ne devrait pas avoir peur de la mondialisation, c'est une chance pour elle. Un mot de commentaire, on va peut-être pas vous demander de revenir sur tous les propos de Nicolas Sarkozy. Hier, je cite, il y a trop d'étrangers, trop d'immigration. Mais je crois que c'est une vision électoraliste et je crois que ça ne sert pas aujourd'hui la France de penser que l'étranger est une menace ou un problème. L'étranger, c'est une chance. Ceux qui sont sur notre sol, c'est une chance. Les étudiants étrangers, c'est une chance. Les créateurs étrangers en France, c'est une chance. Ouvrons-nous au regard de l'autre, ouvrons-nous à la vision de l'autre, nous en serons transformés. Une fois de plus, nous avons peur de nous-mêmes, nous sous-estimons nos capacités. Nous ne sommes bons que dans le défi et dans l'ouverture au monde. Alors, on va voir cette ouverture au monde avec Français d'ailleurs. Quelques témoignages que je vous proposais d'entendre, réalisés par les services de l'agence France Presse vidéo. On regarde. Le Brésil, c'est un pays qui est fantastique, avec une qualité de vie très agréable, à condition que vous ayez les moyens et de l'argent. Le fait de vivre ici ce genre d'expérience, ça met en relief finalement la chance qu'on a, nous Français, de vivre dans un pays plus prospère, avec nettement moins d'inégalités, alors qu'au Brésil, on a encore plusieurs dizaines de millions de personnes qui sont vraiment dans la grande précarité. L'image de la France et de l'Europe s'est dégradée. Pour les Brésiliens, le Portugal, c'est une référence, et le Portugal est dans une grosse crise. L'Espagne aussi. Et la France essaye, tant bien que mal, avec l'Allemagne, de maintenir, en fin de compte, ce vaisseau à la dérive. La France est vraiment la vitrine de l'Europe pour les gens ici. Quand la France va bien, c'est l'Europe qui va bien. Quand la France va mal, c'est l'Europe qui va mal. C'est pas l'Espagne ou l'Italie ou l'Allemagne ou le Portugal. C'est vraiment la France. Il y a vous le disiez, une soif de France, un regard un peu sacré avec ces Français vivant hors de France à nouveau et ce pays. Oui, je pense. Parce que vous avez vécu très longtemps hors de France, vous-même. Bien sûr. Et je reste un Français qui a appris la France à partir de l'étranger. On ira à Rabat tout à l'heure. Mais justement, ce qui fait notre chance, c'est que nous devons, et nous avons toutes les raisons d'être à l'aise dans le monde. Et les Français ont été de grands aventuriers, de grands voyageurs. Nous avons une littérature de voyage absolument formidable. Nous avons des réussites économiques, des réussites commerciales, des réussites financières, un peu partout. On a l'esprit pionnier. On a la curiosité de ceux qui veulent s'agrandir. Alors, portrait de cette communauté des Français établis hors de France, justement au Brésil, Hervé Hérault, petitjournal.com, quelques indicateurs, et puis on verra comment ils votent également. Alors, je vous écoute. Oui, bonjour Philippe. Écoutez, ils sont de plus en plus nombreux, ces Français au Brésil, puisqu'on en compte maintenant plus de 25 000, soit une hausse sur une seule année de plus de 6%. C'est nombreux, 56% d'entre eux sont des binationaux. Le Brésil est une terre attractive, c'est une nouvelle puissance qui va organiser la Coupe du Monde de foot, les Jeux Olympiques. Et le pays reste très attractif, je dirais, malgré une hausse assez forte du coût de la vie. Aujourd'hui, Rio et Sao Paulo sont parmi les villes les plus chères d'Amérique latine, absolument. Et malgré aussi, on y reviendra je pense, le problème de l'insécurité ambiante. Alors les principaux bassins de population, on les retrouve logiquement autour de Sao Paulo, puisqu'il y a plus de 9 000 inscrits au consulat. Ils sont 7 000 à Rio et plus de 3 500 dans la circonscription de Brasilia, qui comprend également Recife. Il faut noter que c'est une population qui rajeunit. À Rio, par exemple, la moitié des Français ont moins de 40 ans.
La présence française, elle s'exprime également au niveau économique. Il y a plus de 350 filiales d'entreprises françaises qui sont présentes au Brésil et qui emploient plus de 230 000 personnes. Donc c'est un poids évidemment non négligeable. On a 3 lycées français à Sao Paulo, à Rio et à Brasilia, et notamment plus de 700 élèves au lycée Molière. Alors peut-être avant de vous entendre réagir, on voudrait essayer de savoir comment cette communauté a voté il y a 5 ans. Absolument. Donc en 2007, lors de la présidentielle, au premier tour, c'est Nicolas Sarkozy qui est arrivé en tête avec près de 40%, 39,6 exactement des voix. Ségolène Royal en seconde position avec 32,9% des voix. M. Bayrou a presque atteint les 20% avec 19,3% des voix et M. Le Pen seulement 2,4%. Au second tour, la tendance s'est confirmée. Puisque M. Sarkozy a remporté la majorité des suffrages avec 54,5% des voix, un score à peu près similaire à celui de l'Hexagone. Un mot de commentaire sur cette projection politique. On voyait, classiquement, on présentait ces Français expatriés comme votant davantage dans l'offre à droite qu'à gauche. Finalement, on retrouve presque les scores de la France métropolitaine, j'allais dire. Oui, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de différences. Et puis je pense que comme les Français métropolitains, ils se désolent des divisions et des débats stériles qui dominent aujourd'hui la politique française. Ils aimeraient, eux aussi, que nous soyons capables davantage de nous rassembler et de travailler pour eux, de travailler pour la France, au service d'une vraie vision de la France dans le monde. Question ? Alors, une des thématiques vraiment qui préoccupe les Français au Brésil, j'en parlais, c'est l'insécurité, mais c'est un enjeu, je dirais, un petit peu croissant dans le monde entier pour les Français vivant à l'étranger. Il y a les risques naturels, le terrorisme, les risques sanitaires, l'enlèvement, la piraterie, enfin bref, de plus en plus de situations mettent en cause exactement la sécurité des ressortissants français à l'étranger. L'an dernier, par exemple, juste un chiffre, ce sont plus de 5000 personnes qui ont dû être rapatriées par le centre de crise du Quai d'Orsay. Monsieur de Villepin, vous avez été le ministre des Affaires étrangères, donc je pense que c'est une situation que vous connaissez bien. Quels moyens peuvent et doivent être mis en place pour renforcer la sécurité de nos compatriotes résidant à l'étranger ? Et j'ai une deuxième question qui est connexe, c'est faut-il, selon vous, instaurer un fonds d'indemnisation pour l'aide au retour d'expatriés, de Français qui auraient tout perdu à l'étranger ? Alors il y a des situations extrêmement diverses. On ne peut pas comparer la situation du Français qui habite aux États-Unis et celui qui habite dans certains pays d'Afrique où le risque est quotidien ou dans des pays en guerre. Je crois néanmoins que la sécurisation de nos communautés doit rester une préoccupation centrale de notre action diplomatique. Les Français de l'étranger ont droit à une sécurité et ça veut dire mettre à la disposition de ces communautés, sous l'égide de l'ambassade, sous l'égide des consulats, des moyens qui permettent d'intervenir rapidement, de regrouper nos Français en situation de crise, d'avoir des représentants dans l'ensemble des quartiers capables de se joindre. Donc il faut des dispositifs d'urgence qui soient susceptibles de répondre rapidement. Et puis il faut, vous avez raison, des moyens logistiques et des moyens financiers. Trop souvent, nous sommes amenés à improviser en fonction de certaines situations dramatiques et un certain nombre de nos compatriotes restent sur le carreau. On l'a vu à l'époque de la Côte d'Ivoire. Il y a des situations où certains Français perdent tout, presque tout. Donc, de ce point de vue, je crois que oui, il faut aller vers un fonds de garantie. Je crois que c'est une bonne mesure, une bonne disposition. Il faut prévoir des modalités d'assurance renforcées pour ces Français et en particulier pour ceux qui sont les plus démunis. Merci Hervé, on vous retrouvera la semaine prochaine pour une autre communauté. Une question connotée, qui vient de Pierre en Italie, et il nous demande que proposez-vous pour les professeurs de français qui font vivre les instituts français et qui seraient dans la précarité ? Alors ça, c'est vrai pour les professeurs de français, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse isoler la situation des professeurs de français de celle de tous les Français qui aujourd'hui rencontrent des difficultés. Mais c'est vrai que pour ceux que nous envoyons à l'étranger, ils doivent avoir les moyens de vivre dignement, d'autant qu'ils remplissent, et c'est le cas des professeurs, des enseignants de français ou d'autres disciplines, ils remplissent un rôle essentiel pour la défense de la langue française. Donc de ce point de vue-là, avoir le souci de revaloriser la situation de ces enseignants me paraît être une bonne chose. Et de ce point de vue, ça pose la question de la gratuité de l'enseignement à l'étranger. De ce point de vue-là, Nicolas Sarkozy a pris une mesure audacieuse, mais très fortement coûteuse. Je crois que le principe
qui est celui de la Donc, gratuité. oui. La gratuité de l'enseignement, ça doit être un objectif, mais je crois qu'on ne doit pas se priver des moyens qui peuvent nous permettre de soulager les finances de l'État, et en particulier solliciter les entreprises, les amener, comme elles le faisaient par le passé, à apporter. Il y a eu un effet d'aubaine, et c'est dommage, parce que nous pourrions ainsi, avec cette contribution des entreprises, nous pourrions sans doute améliorer la situation de nos enseignants. Un mot à propos de cette mesure de gratuité que Nicolas Sarkozy avait annoncée sur ce plateau. On dit qu'il y a un effet d'évincement des non-français qui n'ont plus accès à ces réseaux d'excellence d'enseignement et même peut-être ensuite de contact, de diplomatie. Oui, dès lors qu'il y a gratuité et dès lors qu'il n'y a pas d'apport de la part de partenaires privés, on réduit l'offre, puisque ça coûte plus cher. Donc on réduit l'offre. Alors que je pense au contraire, il faudrait l'étendre. Moi, j'ai vécu en Amérique latine et j'ai grandi en Amérique latine en profitant de l'enseignement dans les collèges français, mais c'était les écoles de référence. C'est là que venaient les élites des pays. Et la démultiplication de la parole de la France, de l'image de la France, était considérable. Donc je crois que nous avons intérêt à utiliser tous les moyens, et en particulier faire en sorte que les entreprises qui bénéficient, parce que les entreprises, ça fait partie de leur stratégie, donc elles ont à participer à cet effort qui est celui de l'éducation des ressortissants français qui partent pour le compte d'entreprises françaises là-bas. Alors, nous allons faire un saut, partir à quelques milliers de kilomètres d'ici. Nous allons à Rabat, au Maroc, retrouver le bureau de l'AFP et son directeur, Henri Mamarbachi. Henri, bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, tout à fait. Eh bien, bonjour, écoutez, Monsieur de Villepin. Bonjour. Je ne vais pas avoir la prétention de vous présenter Dominique de Villepin, puisqu'il est né dans cette ville où nous sommes actuellement. J'ai vu qu'il y avait une forte actualité dans les prochains jours. Je crois que Martine Aubry va au Maroc, Alain Juppé s'y rend également. Donc on suit de très près. Vous participez même à cette vie électorale française ? Tout à fait. Ils vont se croiser d'ailleurs dans les prochains jours à Rabat et au Maroc. Monsieur de Villepin, j'ai eu le plaisir de travailler un peu avec vous lorsque vous étiez au Quai d'Orsay. Et j'aimerais vous poser quelques questions sur les transformations un peu dans le monde méditerranéen qui ont été très importantes cette année. On connaît vos attaches marocaines. Vous êtes, comme on l'a dit, vous êtes né au Maroc, vous y avez grandi. Je ne sais pas si vous avez atteint votre taille actuelle dans ce pays. Les Marocains en général sont un peuple majoritairement très attaché à la France. On dit qu'ils viennent juste après les Brésiliens. La question est la suivante. Quel regard portez-vous sur la voie choisie par le Maroc depuis le début du printemps arabe? Et que dites-vous aux jeunes Marocains qui aujourd'hui souhaitent aller plus loin en réclamant une monarchie parlementaire, par exemple? Alors, je crois que le Maroc est fidèle à sa grande tradition. C'est une tradition d'équilibre, une tradition de tolérance. Et je crois que Sa Majesté Mohamed VI a bien compris la nécessité à la fois de modernisation du pays et de maintien de ces grands équilibres. La grande question qui se pose au Maroc, c'est le rythme avec lequel il faut avancer. Et je pense que plus nous irons vers une monarchie parlementaire, plus la monarchie pourra véritablement s'ancrer dans le quotidien des Marocains. Je connais bien le Maroc, je sais à quel point la monarchie marocaine sait se démultiplier sur le territoire marocain, mais c'est vrai qu'il y a encore de profondes inégalités sociales au Maroc. Il y a une jeunesse qui a des attentes, des frustrations, une impatience. Ouais. Et donc je crois qu'il faut anticiper cela. Plus la monarchie marocaine saura s'appuyer sur l'évolution vers l'ouverture, vers la démocratie, plus elle sera capable de prendre en compte ses aspirations. Donc il y a besoin d'être en contact avec cette réalité, et je crois qu'il faut répondre à cet appétit, il faut répondre à cette attente de la jeunesse marocaine. Autre dernière question, Henri ? Le gouvernement islamiste, la première fois dans ce pays, un gouvernement, le PJD, le Parti de la Justice et du Développement, qui a suscité quelques craintes à certains moments, y compris en France, y compris au sein du gouvernement. Comment voyez-vous cela vous-même, Monsieur de Villepin ? Je
crois que la France ne doit pas s'ingérer dans les affaires intérieures de ces pays, et c'est évident pour le Maroc comme pour les autres. Mais nous devons développer nos dialogues avec les uns et avec les autres. Et très souvent, il y a eu le souci de dénoncer, de montrer du doigt. Je crois que c'est une erreur. Il faut avancer. On voit certains pays être capables de maintenir cet équilibre. C'est le cas du Maroc aujourd'hui, c'est le cas de la Turquie. Donc je crois qu'il faut avancer dans ce dialogue, approfondir avec eux, mais en permanence marquer notre souci de contribuer au développement économique, au développement social, au développement politique, à l'ouverture culturelle. Donc je crois que c'est en faisant du chemin avec les uns et les autres, et certainement pas en se repliant sur nous-mêmes, que nous sommes susceptibles de contribuer à ces évolutions. Merci Henri, en direct de Rabat. Merci pour cette intervention. Peut-être plus globalement, vous n'avez pas une forme de déception sur ce qu'on en attendait il y a un an avec ce qu'on a appelé le printemps arabe, avec une démocratie qui allait se mettre en place presque instantanément. Vous pensiez que ce serait long ? Je pense que la déception ne peut être le résultat que d'une certaine naïveté. Nous savons tous à quel point c'est complexe, les évolutions, à quel point ça se fait parfois en zigzag, y compris parfois avec des retours en arrière. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une attente formidable aujourd'hui dans le monde arabe, et que cette attente, elle est parfois déçue. Et ce que je souhaite, c'est que l'Europe fasse ce qu'elle doit et ce qu'elle ne fait pas suffisamment. Prenons un pays comme la Tunisie. La Tunisie connaît aujourd'hui des difficultés économiques, des difficultés liées notamment au développement de son tourisme, et nous ne sommes pas suffisamment au rendez-vous. Et je crois que c'est en accompagnant économiquement, en accompagnant socialement, en nous ouvrant aux jeunes de ces pays, et notamment aux jeunes étudiants de ces pays, que nous sommes susceptibles d'apporter notre concours le plus utile. Il y a un débat, vous l'entendez, sur l'attitude qu'il faut avoir envers la Syrie. On parle de frappe ciblée ou d'acheminement d'armes pour les rebelles. Si vous étiez aux affaires aujourd'hui, Premier ministre, qu'est-ce que vous feriez ? La première chose que je ferais, c'est ce qui s'impose à une diplomatie active, c'est de bâtir un calendrier. Et il faut bâtir un calendrier avec nos partenaires en s'appuyant sur les deux piliers essentiels qui peuvent agir dans ce pays aujourd'hui. C'est la Ligue arabe, bien sûr, et de ce point de vue... Donc la diplomatie. La diplomatie. Et pas de frappe préventive. S'appuyer sur la Ligue arabe et s'appuyer sur l'Union européenne, qui est très en retard par rapport à ce qu'elle devrait faire. Et préparer la voie à une intervention ciblée, mais avec un objectif. C'est de privilégier la formation d'une action humanitaire qui est la bonne solution. Bien évidemment, nous savons tous que ce serait un terrible engrenage que celui de l'intervention armée. Mais nous ne pouvons pas l'exclure, compte tenu du fait que nous sommes devant un pouvoir qui ne veut pas regarder les réalités en face et qui massacre son peuple. Ça, c'est inacceptable. Donc je refuse l'impuissance et je crois qu'il est essentiel de saisir cette occasion qui se présente de la réélection de Vladimir Poutine pour, avec les Russes. Les Russes sont un élément essentiel, ils sont sans doute ceux qui peuvent permettre... Il est indiscutable, Poutine, il est bien réélu, il n'y a pas de problème ? Il y a des problèmes, nous le savons tous. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous devons faire le pari de la Russie, nous devons faire le pari de Vladimir Poutine, tout simplement parce qu'il est le seul qui, aujourd'hui, peut déverrouiller un système qu'il a contribué lui-même à verrouiller en recherchant la stabilité économique du pays. Donc oui, il faut faire ce pari-là, et je pense que c'est l'intérêt de Vladimir Poutine aujourd'hui. Il y a une très forte pression intérieure. Eh bien, avec Vladimir Poutine, essayons de trouver des solutions. C'est vrai en Syrie, c'est vrai en Iran. Alors, une question qui nous vient d'un internaute, Alioune, du Sénégal, qui vous demande quelle sera votre politique d'immigration ? Sera-t-elle dans la lignée de celle de Nicolas Sarkozy ? Je pense qu'on se trompe sur la politique d'immigration. La politique d'immigration, c'est vrai qu'elle nourrit un certain nombre de fantasmes, elle nourrit un certain nombre de peurs chez certains de nos concitoyens, et c'est vrai dans certaines régions en particulier. Mais l'immigration, c'est une chance pour la France. Et je crois que... Nicolas Sarkozy dit c'est une chance et un problème. Oui, mais c'est une chance. Et les problèmes, réglons-les. Quand je vois qu'aujourd'hui encore, on continue à rendre les choses difficiles pour les étudiants étrangers qui viennent travailler dans notre pays, alors que c'est une chance formidable, parce qu'à terme, ces étudiants reviendront chez eux et que c'est ce qui nourrit la relation entre la France et le monde, eh bien je pense qu'on est dans des stratégies à courte vue. Donc oui, l'immigration est une chance. Faisons en sorte qu'il y ait un vrai parcours pour celui qui vient chez nous et qui vient apporter sa force de travail. Et c'est pour cela que je suis favorable à ce qu'il y ait un titre de séjour progressif qui crée des droits et des devoirs et qu'on sorte de ces entraves administratives extrêmement complexes qui aujourd'hui rendent les choses si difficiles. Alors il y a un domaine où naturellement un continent sur lequel nous sommes très attentifs, il s'agit bien sûr de l'Afrique, et l'Afrique dans tout ça c'est la question, et nous recevons une autre journaliste sur le plateau aujourd'hui, Denise
Denise Epotet, qui, évidemment, a pas mal de questions à vous poser. Denise, c'est à vous. Bonjour. D'abord, la première question, c'est que vu d'Afrique, on a du mal à comprendre qu'un continent dont 50% du tissu économique est contrôlé par des entreprises françaises, malgré les offensives chinoises, brésiliennes et indiennes, soit totalement absent du discours des candidats quand ils parlent de politique étrangère. Est-ce un oubli ou un manque d'intérêt ? Je pense que c'est une méconnaissance. Vous savez, c'est terrible à dire. Moi qui ai choisi d'être diplomate pour m'engager sur le continent africain, c'est terrible à dire, mais les Français connaissent de plus en plus mal l'Afrique. C'est même vrai au Quai d'Orsay. C'est un des problèmes aujourd'hui du Quai d'Orsay, tout simplement parce que nous avions des racines dans ce continent, des attachements, nous avions des vocations extrêmement nombreuses, et nous n'avons pas défendu cela. Donc il faut reprendre pied, il faut retrouver tout ce qui nous lie historiquement, culturellement, et sortir des malentendus qui ont trop duré. On a voulu tourner une page avec l'Afrique, qui était une page qui était faite de bonnes et de mauvaises choses, mais en tournant la page, on a carrément fermé le rideau. Et ça, c'est une erreur. Parce que nous avons des devoirs et nous avons des intérêts en Afrique extrêmement profonds. Donc oui, je pense que c'est une immense erreur que de s'être éloigné de l'Afrique, qui est très naturellement, parce qu'elle a eu le sentiment, l'Afrique, qu'elle avait plus de liberté en dialoguant avec d'autres, à chercher, vers les Chinois d'autres partenaires qui étaient plus respectueux de ces libertés. Alors, vous avez certainement l'occasion de vous en rendre compte quand vous étiez en fonction. La jeunesse africaine a avec la France une relation totalement décomplexée. Or, malgré le discours parisien sur la rupture, sur le partenariat et sur la transparence, aucun politique ne semble avoir envie de revisiter sans tabou la relation France-Afrique. Alors d'abord, c'est très important ce que vous dites. Il faut revisiter cette relation, mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que quand on a pris des habitudes, en changer, c'est compliqué. Et que c'est plus facile pour une diplomatie de s'appuyer sur un homme, un chef d'État, et sur un seul, que sur un pays, sur un peuple. Il n'y a pas eu de rupture avec cette France-Afrique. Mais une fois de plus, la rupture, il y a peut-être eu l'intention de la rupture, mais il n'y a pas eu la méthode. Il n'y a pas eu la méthode. Et c'est compliqué, parce que très souvent les chefs d'État africains disent aux chefs d'État français, écoutez, soyez gentils, mais ne recevez pas mes opposants, faites en sorte que le seul interlocuteur, ce soit moi. Je crois qu'il faut faire ça intelligemment, et qu'il faut savoir faire émerger davantage en Afrique, dans les populations, des représentativités, des personnalités avec lesquelles le dialogue doit pouvoir être autre que purement contestataire. Effectivement, si vous recevez un opposant qui vient vous poser la question « aidez-moi, donnez-moi des armes, apportez-moi un soutien », vous rentrez dans une ingérence. Ça, c'est pas la vocation. Mais par contre, faire en sorte qu'il y ait une diversité, faire en sorte qu'il y ait la possibilité de s'exprimer, qu'il y ait une créativité, reconnaître la richesse de ces sociétés, ça me paraît essentiel. Autre question de 52 ans après les indépendances, le droit d'inventaire s'impose, selon vous? Le droit d'inventaire s'impose, et il s'impose dans le respect des uns et des autres. Et ça, c'est effectivement très important, pouvoir réexaminer nos relations sur le plan de la coopération militaire, sur le plan de la coopération civile, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché. Sur le plan de la coopération culturelle, moi j'ai un domaine qui me désole, c'est de voir à quel point, alors que la France est très en avance sur le plan de la recherche médicale, est très en avance sur le plan des recherches pédagogiques, éducatives ou universitaires, à quel point nous ne partageons pas suffisamment avec nos amis africains. Nous devrions avoir des pôles santé d'intérêt commun, nous devrions avoir en permanence des allées et venues de la part des chercheurs français, de la part des enseignants français. L'éducation nationale devrait beaucoup plus s'ouvrir, sans pour autant, une fois de plus, s'ingérer dans les affaires de nos amis africains. Mais la coopération doit redevenir vivante entre nous. Et vivante, ça veut dire affectueuse. Merci Denise, on vous retrouve la semaine prochaine. Peut-être un mot sur le Sénégal, il y a un deuxième tour, c'est une bonne chose pour la démocratie ? Le peuple sénégalais a montré sa maturité dans ces élections, à la fois en refusant une élection écrite d'avance et en même temps participant au scrutin. Donc il y a un deuxième tour qui se prépare avec des alliances, des coalitions, nous verrons ce qui se passe, mais moi je veux saluer la maturité démocratique du peuple sénégalais. Est-ce que je peux vous demander, vous êtes en campagne, si l'action politique vous manque aujourd'hui, si vous avez envie d'y retourner ?
L'action politique, mais je suis en plein dedans. Donc, vous savez, quand on est dans le bain, on ne se plaint pas. Et on vous retrouvera dans d'autres fonctions que vous imaginez. Bien sûr, vous êtes déjà candidat à l'élection présidentielle, mais vous avez envie de retourner dans un grand ministère Non, je n'ai aucun souci d'occuper un poste ministériel. J'ai vécu tout cela, donc c'est pas mon ambition aujourd'hui. Ma préoccupation, c'est l'intérêt général de la France, et c'est une conviction. Et c'est pour cela que je me bats sur des sujets difficiles. Vous savez, quand on est un candidat du devoir, c'est ce que j'ai souvent exprimé, quand on se bat pour l'union nationale, quand on se bat pour la refondation, en disant aux Français, il y a un formidable effort à faire, et quand on se bat pour l'ouverture au monde, évidemment, ce ne sont pas des sujets faciles, ce ne sont pas des sujets populaires, mais c'est une exigence qu'il faut défendre. Il faut qu'il y ait au moins une voix dans cette campagne qui dise cela. À propos de questions faciles, Nicolas Sarkozy peut-il encore gagner ? On peut toujours gagner en politique. Tout peut être renversé, mais à condition de se servir des bonnes armes. Et en l'occurrence, la seule arme politique qu'il a, qui peut être gagnante, c'est l'imagination, c'est la générosité et c'est la liberté. Vous trouvez que c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans cette campagne, dans sa campagne ? Non, aujourd'hui, je pense que les influences et les conseils ne sont certainement pas les meilleurs, mais je crois qu'il y a un malentendu aujourd'hui dans l'esprit de Nicolas Sarkozy, en tout cas de ses conseillers. Il croit avoir gagné en 2007 à coup d'identité nationale, à coup d'immigration, à coup d'insécurité. En fait, si Nicolas Sarkozy a gagné, et je suis bien placé pour le dire, c'est parce qu'il a été le candidat de l'énergie du changement, le candidat de la liberté, et celui qui laissait entrevoir aux Français le plus de perspectives. Ne nous trompons pas sur ce diagnostic de 2007 parce que ça a conduit certains à faire de graves erreurs dans cette campagne de 2012. Merci Dominique de Villepin, candidat à l'élection présidentielle dans moins de 50 jours maintenant. Merci d'être passé sur le plateau de France 2012. On poursuit avec ce sujet sans commentaire.